j'ai mon côté méditerranéen qui ressort par moments, mais ça part un peu vite. Voilà. Donc, comme vous voyez, je m'appelle Gérard Rimb, donc je viens là de Lyon. J'ai failli pas venir d'ailleurs de Lyon parce qu'il n'y avait pas de train pour hier. Donc, il a fallu trouver une solution pour arriver jusqu'à Toulon. Donc moi, quelle est ma formation? Donc, je suis psychiatre, je suis sexologue et je suis gériatre. Voilà. J'ai les trois formations, en fait. J'ai une formation qui a fait que j'ai fait une carrière à la fois de praticien, de clinicien, à l'hôpital, en cabinet, et une carrière universitaire. Donc, j'ai été professeur de psychologie de la santé et du vieillissement à l'université Lyon 2, l'université de psychologie à Lyon. Et j'ai été directeur de l'enseignement de sexologie à la faculté de médecine de Lyon. Voilà. Comme je faisais de la sexologie, comme j'étais gériatre aussi, je me suis dit, il y a peut-être des choses à réfléchir sur la sexualité que l'on peut avoir quand on vieillit, la sexualité que l'on peut avoir dans les institutions. C'est un sujet encore complexe, et j'ai lié les deux. Et comme je l'expliquais, les débuts de mes publications datent d'il y a plus de 20 ans. Les premières publications que j'ai faites, j'ai eu des retours qui étaient, on va dire, un peu fortes. Des retours un peu forts, pardon, où on m'a traité de gérontophile. Hein, voilà. Voilà, donc, alors maintenant, comme je suis plus vieux, on n'ose plus me traiter de gérontophile parce que c'est l'avantage. À la différence de mes amis pédiatres, moi, je me rapproche de mon sujet d'étude, alors que mes amis pédiatres s'éloignent de plus en plus de leur sujet d'étude. Voilà, donc, voilà. Et comme je disais, plus je vieillis, plus je me sens concerné par mon sujet d'étude. C'est ça qui est extrêmement intéressant en plus. Hein. Mais donc, pour dire qu'au départ, ça a été quand même extrêmement compliqué. Qu'il y a une grosse évolution quand même, des changements extrêmement importants au niveau aussi bien des institutions que dans une pensée de la population. Dans une pensée de la population, parce qu'il ne faut pas oublier que... Donc moi, je suis né en 1954. Voilà, j'ai 69 ans. Donc je suis la fin des baby-boomers. Je suis la fin des baby-boomers, mais avec une génération où on est assez nombreux et où on s'est construit dans quelque chose où la sexualité a fait partie de notre construction identitaire. Ce n'est pas simplement quelque chose qui a été une nécessité d'une reproduction, etc. Non, ça a fait partie de notre identité. Et moi, c'est ce que je dis quand je vais travailler dans les EHPAD en particulier. Je dis aux équipes, il ne faut pas oublier que nous, on arrive là. Et qu'il va falloir que vous changiez un peu vos pratiques. Parce que vous n'allez pas nous empêcher d'avoir un certain nombre d'activités, parce que ça fait partie de notre existence. Voilà, hein. Donc ça, c'est une réalité. Deuxième réalité, là, je ne l'ai pas mis sur ces diaporamas, c'est que, et ça c'est toujours intéressant quand on interpelle les équipes, c'est que j'ai toute une série de photos de Woodstock. Hein. Donc pour les plus âgés d'entre nous, Woodstock, ça vous dit quelque chose, hein? Août 69, voilà, ce festival qui a marqué le début d'une époque, on va dire, et où on voit des gens tout nus se rouler dans la boue. Hein, voilà, et ces gens tout nus qui se roulaient dans la boue, maintenant ils ont 80 ans. Mais ils se sont roulés tout nus dans la boue, et il reste de quelque chose du fait qu'ils se soient roulés tout nus dans la boue, en fait. Alors je ne dis pas qu'à 80 ans, ils se roulent encore tout nus dans la boue, peut-être, pour certains. Après, il y a des éléments techniques qui sont un peu plus compliqués quand on se roule dans la boue. Mais en tout cas, ça fait partie de leur construction. Et que l'on continue à être ce que l'on a été. On continue à se développer tout au cours de son existence. Et dans les travaux qu'on a pu faire dans le laboratoire où j'étais, que je continue à faire, c'est de penser la vie comme un développement perpétuel. Quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement, on doit pouvoir continuer à se développer. La vieillesse est une étape de développement. C'est une étape de transformation, de changement, donc c'est une étape de développement. Avec les différences qui vont exister dans tout développement. Un nourrisson, il se développe,
il devient un enfant et il abandonne, quand il est enfant, un certain nombre d'éléments de son développement de nourrisson, heureusement. Et puis, un enfant, quand il devient adolescent, il abandonne un certain nombre d'éléments de son développement d'enfant. Et notre société, et ça c'est un gros problème de notre société, et j'ai des collègues, j'étais il n'y a pas très longtemps là, sur un colloque autour de la question de l'agisme. Donc l'agisme, c'est le regard qu'on porte sur la vieillesse. Et notre société pense les vieux comme ne devant pas vieillir. Hein, on n'a pas le droit de vieillir. Et quand on... Oui. Quel film? Ah oui, absolument. Tout à fait. Oui, oui, c'est un superbe film. Et donc, le seul projet qu'on donne aux vieux, c'est de ne pas être vieux. On l'évoquait tout à l'heure ensemble, là, autour d'un café, dans quelque chose qui est pour moi une interrogation extrêmement importante sur des formes de stigmatisation aussi. J'ai beaucoup écrit autour du bien vieillir. Et j'ai abandonné maintenant tous mes écrits autour du bien vieillir pour les transformer sur le vieillir au mieux. Voilà, hein. Parce qu'on fait ce qu'on peut, comme on peut, avec ce que l'on a au moment où on est. Voilà, hein. Alors que le bien vieillir, il faut toujours rester... Oh, non, il faut... On s'adapte à quelque chose et on essaye d'être dans ce qui est le plus épanouissant ou dans ce qu'on perçoit comme étant le plus épanouissant pour nous à un moment donné. Voilà, donc c'était une longue introduction, mais c'était pour donner le cadre. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste du handicap, je suis un spécialiste du vieillissement, hein, ça vous l'avez compris, mais ce sont des champs qui se croisent. Donc premier élément quand même, c'est qu'en gros, on est, alors là je vais utiliser des termes de notre société, on est senior environ un tiers de son existence. Quand est-ce qu'on est vieux? Ça c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'on est vieux. Hein. À l'université, c'est extrêmement intéressant. Les mécanismes, on va dire, sociaux dans des zones particulières. À l'université, plus on a eu de malheur dans son existence, plus on a le droit de continuer à travailler. Hein, c'est intéressant, ça, en fait. Hein. Alors que dans d'autres environnements, plus on a eu on va dire, de difficultés, de malheurs, je vais garder ça là, plus on a le droit de partir tôt de son activité. Mais en quoi, par exemple, son activité est quelque chose qui est valorisant? Moi, là, je joue sur mon côté hystérique aujourd'hui, hein, parce que je suis devant vous, machin, je fais mon cinéma, je fais... Voilà, pour partager quelque chose. Mais en quoi il y a des choses qui me sont renvoyées en termes de valorisation et en termes de regard? On vieillit par rapport au regard que les autres portent sur soi. C'est le regard des autres qui est l'indicateur le plus important du vieillissement, avec un deuxième élément d'indicateur du vieillissement, c'est le rapport à son corps. C'est dans ce croisement entre le regard des autres et le rapport à son corps que l'on va se sentir dans un certain équilibre, que l'on va se sentir plus ou moins bien dans son existence. Et donc les marqueurs du vieillissement, c'est d'abord des marqueurs sociaux. Donc moi je dirais que, là je vais plaisanter par rapport à ce qui a pu se passer ces derniers temps, mais plus je vieillis, en fait, plus on considère que les gens vieux sont vieux plus tard puisqu'on repousse l'âge de la retraite. Hein? Donc les marqueurs sociaux disent « Ah ben non, là, avant vous étiez vieux à 62 ans, maintenant vous êtes vieux à 64 ans, en fait, hein, puisque vous êtes encore capable de. » Donc ça, c'est un marqueur social extrêmement important. Et puis, comme je disais, ce deuxième marqueur, c'est comment on actualise la relation à son corps. Et comment on va accompagner son corps. Et dans tout ce qui est la sexualité, vous allez voir, c'est un élément extrêmement important. Alors justement, vieillir. Qu'est-ce qu'on peut dire autour du terme vieillir? Pour moi, un des éléments du vieillir, c'est justement rencontrer un corps différent. Un corps qui se transforme, un corps qui se modifie. Je peux vous garantir qu'il y a un certain nombre de choses, et on l'a tous connu, que ce qu'on pouvait faire à 20 ans, à 70 balais, c'est un peu plus compliqué. Hein. Voilà. Hein. Pour les plus âgés d'entre nous, en tout cas moi c'est mon cas, des fois le matin quand je me réveille, je me rends compte que j'ai un corps qui est présent. Hein.
mais qui n'est pas forcément présent dans quelque chose de sympathique, parce que bon, cette nuit c'est bien, j'ai des amis qui sont là, le lit est confortable, hein, donc ça va, tu peux faire venir des gens âgés, il n'y a pas de souci, on arrive à se lever en étant bien. Voilà. Donc c'est quand même cette idée où on va rencontrer son corps. Et on va s'approprier son corps, on va essayer de construire quelque chose qui est cette nouvelle relation à son corps. Donc un corps qui s'impose par sa présence, c'est ce que je vous disais. Hein. On a très, très longtemps défini la bonne santé comme le silence des organes. Ce qui est d'ailleurs pas vrai, parce qu'on peut avoir des organes silencieux et avoir quand même des problèmes de santé. Mais en tout cas, là, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et qui s'impose. Donc ça s'impose par des évolutions, comme je vous disais, par des transformations. Moi, je dis à mon épouse, mais tu as une chance extraordinaire, tu ne te rends pas compte. Tu m'as connu, je faisais 68 kilos. Et j'en fais 90. Pour le même prix, tu te rends compte la différence que tu as? Elle n'est pas convaincue. Elle n'est pas convaincue du tout, je peux vous le garantir. Voilà. Voilà. Donc, il faut trouver son équilibre. Voilà. Toute la vie, c'est des questions d'équilibre. Hein. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Mais en tout cas, la question, c'est dans quel équilibre je suis. Comme je dis à mon épouse, je me sens assez épanoui. Voilà. Donc, mais comme je vous dis, elle n'est pas très, très convaincue. Surtout qu'elle est nutritionniste en plus. Donc la vie, c'est marqué aussi par des cicatrices. Hein. On a des cicatrices, on a des accidents, on a tout un tas de choses qui marquent l'existence. Donc par des souffrances physiques ou psychiques, hein, qui sont aussi des marqueurs de l'existence, qui sont tous ces éléments de la trace. En quoi il y a quelque chose qui fait trace dans notre existence et qui va faire que l'on va se construire autour de ces traces. Et puis par des défaillances. Hein, il y a une fonctionnalité qui a évolué et qui fait qu'il peut y avoir des défaillances, en particulier en matière de sexualité. Bon. Donc dans tous ces éléments-là, quelle est la place pour le désir? Donc on a un corps qui a changé, qui s'est transformé, avec un regard des autres qui nous dit un certain nombre de choses, et en quoi on va essayer de garder un corps désirant et un corps de plaisir, et pas simplement un corps de souffrance, un corps indicateur du vieillissement. Moi, j'ai un indicateur de mon vieillissement, là, c'est ça. Il y a quelques années, ça, j'en avais pas besoin. Là, c'est pas mal, parce que, même si je les enlève, parce que vous êtes dans une sorte de flou, qui peut être agréable aussi comme vision de l'existence, mais bon, qui pour lire sur le truc est moins pratique, en fait. Voilà. Donc voilà, on a des marqueurs de toute manière. Hein. Donc c'est comment on les intègre, comment on fait quelque chose avec ces marqueurs de l'existence. Donc, avec toutes les interrogations, les craintes, je vous l'ai déjà dit, avec ce corps qui s'est transformé, avec un corps qui ne réagit pas de la même manière, avec un corps qui a des défaillances, je me répète. Donc, les défaillances, on parle en termes de sexualité, il y a deux grandes peurs autour de la sexualité. La peur masculine, c'est de ne pas bander, hein, c'est l'érection. Et la peur féminine, c'est d'avoir mal en termes de lubrification. Là aussi, il faut penser les choses en termes d'actualisation de son corps. Attendez, je vais prendre ça. Je vais me mettre en face des caméras pour qu'il immortalise ce moment extrêmement important. Donc ça, on va dire que c'est un sexe masculin. Un peu bizarroïde, mais voilà. Pardon ? Il y en a plein, bon, mais voilà, mais on va garder celui-là. Voilà. Non, mais ça, c'est un sexe du 23e siècle, avec des boutons, avec tout ce qu'il faut pour... Voilà. Donc, on est... Voilà. Une érection physiologiquement normale à 20 ans, l'angle d'érection, c'est comme ça. Vous voyez? OK? Ça, c'est l'angle d'érection normal à 20 ans. D'accord? Ça, c'est l'angle d'érection normal à 50 ans. C'est normal. C'est physiologique. Ça, c'est l'angle d'érection normale à 70 ans. Voilà. Hein, on est dans la normalité, on n'est pas dans la pathologie. Mais si un homme a la vision de son corps à 70 ans comme devant, bandé comme ça,
ce qui peut arriver, hein. Il y a des hommes qui gardent cette érection-là à 70 ans. Là, il va s'interroger sur la fiabilité de son corps. Et nous, en consultation, on voit beaucoup arriver de gens qui sont dans ces interrogations, non pas parce qu'il y a une pathologie, mais parce qu'ils lisent quelque chose d'une manière pathologique. Voilà. Il bande comme ça, c'est très bien. Mais pour lui, il doit bander comme ça, en fait. Voilà. Donc, c'est toute cette dimension de en quoi il y a des éléments qui interrogent et qui peut-être vont interroger aussi sur les formes de sexualité. La sexualité n'est pas qu'une pénétration. On va en reparler après. Donc, c'est en quoi on peut avoir aussi quelque chose qui est beaucoup plus global sur l'ensemble d'un corps, en quoi la sexualité est une rencontre, en quoi la sexualité est un échange. Après, les problèmes de lubrification, c'est la peur de la souffrance, qui est un élément extrêmement important, mais on a maintenant, parce que une pénétration sans lubrification, c'est un peu râpe à fromage quand même, hein. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux en fait, hein, dans la réalité, hein. Donc il y a des éléments avec lesquels il y a des crèmes, il y a des gels, il y a tout ce qu'il faut. Et là aussi, c'est comment dans les adaptations que l'on peut avoir à ce corps qui se transforme, avec des nécessités d'avoir un gel ou une crème, en quoi ça peut rentrer dans le jeu de la relation. Non pas de quelque chose qui, allez, je me mets mon gel dans un coin, machin, nanana. Non, en quoi ça peut rentrer dans quelque chose où ça participe du jeu sexuel aussi, hein. Donc c'est vraiment comment on intègre petit à petit l'ensemble des choses de son existence. Ça, je trouvais que ça faisait un peu petit, donc c'est pour ça que j'ai pas pris ça. Donc, comme je vous disais, vieillir, c'est se lire dans le regard des autres. Et comment on sent le regard des autres. Il y a quelqu'un que, là aussi, les plus anciens connaissent peut-être, que j'ai eu la chance de rencontrer très souvent, qui s'appelait Benoît de Groult, qui était qui a fait partie de ces femmes extraordinaires qui ont été ces femmes féministes, mais dans une prise de risque qui, à mon avis, était bien différente du féminisme actuel. Parce que vraiment, elles étaient dans quelque chose où elle a participé à la fondation du planning familial, des gens qui étaient vraiment des grandes militantes, en fait. Et Benoît, dans une des discussions que j'avais avec elle, elle me disait, tu sais, moi, je me suis rendu compte que j'étais vieille. Elle habitait Marseille, hein, Benoît, hein, elle était donc pas très loin d'ici. Elle me disait, je me suis rendu compte que j'étais vieille quand j'avais plus de jeunes garçons qui descendaient mes valises du train quand j'arrivais à la gare. Voilà. Et d'un seul coup, elle me disait, et moi je l'ai beaucoup réutilisé en la citant d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'étais vieille parce que j'étais devenue transparente. Ça c'est une phrase extraordinaire. Vous comprenez ce que je veux dire, mais qui est tellement forte, je trouve. Donc ça pose la question de comment à un moment on se sent transparent. On n'existe plus dans le regard des autres, hein. On n'est plus là, en fait. Voilà. Et en particulier, on est des objets transparents de désir. Voilà. Donc, se lire dans le regard des autres est un élément clé. Et puis, il y a aussi se lire dans le regard d'un autre. Et en particulier d'un compagnon ou d'une compagne. Là, vous avez vu, j'ai pris ça dans Plus belle la vie. Et la série s'est terminée. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre la fin de la série et son suicide ? Mais moi, ça m'a interrogé quand même, hein. Il incarnait celui qui était justement la personne vieillissante, désirante, avec tout ce qu'il y avait par rapport à son personnage. Et voilà, la série s'arrête et stop, hein. Et il y en a un autre qui est très connu, puisque c'est le seul à avoir eu 2 fois le prix Goncourt. Hein. Qui a eu 2 fois le prix Goncourt ? C'est Romain Gary. Romain Gary a eu le prix Goncourt sous le nom de Romain Gary, et puis après sur le nom d'Émile Ajar. Hein. Il a fait, voilà. Et le dernier livre de Romain Gary, le titre, c'est « Après cette limite, votre ticket n'est plus valable ». C'est son dernier livre. Il parlait de ses problèmes d'érection dans ce livre. Et cet homme qui a eu à son époque
et qui est comme compagne des plus belles femmes. Il était quand même le consul de France à Los Angeles, donc il y avait quand même du monde autour, on va dire. Voilà. Et donc il y a eu les plus belles femmes du monde comme compagne. Il n'a pas supporté de ne pas pouvoir bander. À l'époque, il n'y avait pas les traitements qu'on a actuellement, donc il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Donc, avec cette idée que je voudrais vous présenter maintenant, c'est que là aussi, la sexualité n'est pas que du sexe. La sexualité parle d'identité aussi. En quoi, si ça a un sens pour moi, je dois pouvoir continuer à me vivre comme un individu sexué jusqu'à la fin de mes jours, quel que soit l'environnement dans lequel je sois. Hein. Si c'est important pour moi, si ça a un sens pour moi. Pour d'autres personnes, non, ce n'est pas important, ça n'a pas de sens. OK, on peut passer à autre chose. Moi, le patient le plus âgé pour lequel j'ai prescrit, on va dire, du Viagra, ce n'était pas du Viagra, mais c'était l'équivalent. Donc, il avait 96 ans. Hein, c'est ma prescription de quelqu'un de plus âgé. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont venus me voir au cabinet. Je dis bien nous, ils sont arrivés en couple. Lui, c'était un grand monsieur. Et la dame, c'était vraiment sa moitié, mais physiquement, quoi. C'était très drôle. Et donc, ce monsieur, la première fois que je l'ai vu, il avait 96 ans, et sa compagne avait 76 ans. C'était une jeunette. Et je dis bien que c'était une jeunette parce que c'était l'âge de sa fille aînée. Et pour cet homme, c'était extrêmement troublant, extrêmement dérangeant même. Voilà. Parce que voilà, de rentrer en relation. Il faut penser là aussi, on a l'impression 76 ans, elle est vieille. Non, mais pour lui, c'est une jeune. Voilà. Donc, je lui ai prescrit du Viagra. Ça a très bien marché, d'ailleurs. Ce monsieur vivait dans une résidence autonomie. Il a quitté la résidence autonomie pour aller vivre chez sa compagne. Et pour l'anecdote, quand même, je vais remonter un peu le temps. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ce monsieur vivait dans une résidence autonomie. En face de chez lui, il y avait une dame de sa génération, donc qui avait autour des 90 ans. Et donc, sa fille venait la voir. Et donc, il est tombé amoureux, non pas de la dame, hein, mais il est tombé amoureux de la fille. Hein. Et ce qui est extraordinaire, je trouve cette histoire en même temps très, très touchante, c'est qu'ils ne sont pas passés à l'acte tant que la maman était vivante. Et il y avait une sorte d'interdit, de barrage, etc. Et donc, la maman, elle a eu, si je veux dire, je plaisante, la bonne idée de décéder. Voilà. Et du coup, ils ont pu passer à l'acte. Et ce monsieur, alors là aussi, je plaisante en disant ça, je lui en veux beaucoup, parce qu'il est mort à 99 ans, de sa mort, comment on peut mourir à 99 ans, alors que je rêvais de prescrire du Viagra à un centenaire. Et je n'ai jamais pu prescrire du Viagra à un centenaire. Voilà. Et j'ai terminé ma carrière sur ce manque de... Voilà. Donc, voilà, quelque chose qui doit pouvoir se dérouler tout au cours de son existence. Et j'insiste, si ça a un sens pour les gens, si ça a un sens pour les gens, ne soyons pas des formes d'ayatollahs. Non, voilà, il y a des gens pour qui ils se sont construits avec et d'autres pas. Hein. Là aussi, il y a quelque chose qui est une différence entre les hommes et les femmes. Donc, Jane Woodward, hein, qui était la compagne de Paul Newman, il est décédé à 83 ans. Et elle avait une phrase extraordinaire, je trouve, Jane Woodward, qui disait « Il embellit, je vieillis ». Parce que là aussi, l'image de la société, c'est le mec avec les tempes grisonnantes, machin. Moi, j'ai plus que les tempes maintenant, c'est un peu partout. Mais voilà, quelque chose où ça s'embellit en vieillissant. Alors que dans une représentation de notre société, quand une femme vieillit, le regard de la société n'est pas le même, et donc le regard qu'elle a sur elle-même devient différent, en fait. Voilà, hein. J'ai un de mes collègues qui s'appelle Willy Pasini, qui est un des fondateurs de la sexologie mondiale, qui disait, en fait, les 70 ans, c'est l'âge du métal, en fait. Il disait, tu as des tempes en argent, des dents en or et un sexe en plomb. Donc, ça relativisait quand même un certain nombre de choses. Mais voilà. Après, je vais vous le dire plus tard. Parce que c'est ça. La désirabilité, c'est la chose la plus importante. Ne pas se sentir désirable fait qu'on n'ose pas aller vers les autres. Moi, dans les EHPAD où j'interviens en disant aux équipes, il faut que vous travailliez sur comment vous allez rendre les gens beaux. Voilà. Hein, comment ils vont se sentir beaux.
comment ils vont se sentir dans ce qu'ils aiment être, voilà. Les socio-esthéticiennes, alors c'est paradoxal, hein, parce que moi j'ai formé pendant 30 ans des psychologues pour les EHPAD en particulier, et je disais au directeur d'établissement, si vous avez un dilemme de choix de poste, embauchez une socio-esthéticienne avant d'embaucher une psychologue. Parce que la socio-esthéticienne va avoir un travail au quotidien sur l'image des gens que n'aura pas la psychologue. En disant, c'est pas inutile d'avoir une psychologue, bien sûr, hein, mais c'est comment, voilà, on rend les gens beaux, on les rend bien dans leur corps, ils font attention à eux, ils vont se maquiller, peu importe, voilà, ils vont choisir leurs vêtements, voilà, on n'a pas de sexualité si on ne se sent pas désirable. On n'a pas de sexualité si on ne se sent pas désirable. Et ça, c'est la question de la désirabilité, qui est une barrière en particulier extrêmement importante chez les seniors. Donc j'ai gardé le terme de bien vieillir, hein, parce que c'est le terme le plus habituel. Donc c'est pas vouloir donner l'apparence que l'on reste jeune, mais c'est accompagner son vieillissement dans une attention à soi. Et bien vieillir, c'est rester dans le désir et dans la dynamique de la vie. Le désir n'est pas que la sexualité, hein. Le désir, ça englobe plein de choses. On peut être désirant de plein de choses. Mais cette dynamique du désir, c'est la dynamique de l'existence. Alors, pour faire l'amour, ça c'est un film extraordinaire, hein, qui s'appelle 7e ciel. Je vous le conseille, c'est un film allemand qui est sorti il y a moins d'une dizaine d'années. C'est le premier film où l'on voit des actes sexuels de personnes. Et les deux comédiens ont 80 ans, je crois, en fait, hein. Donc c'est le premier film grand public, hein, le film qui est sorti en salle, etc., où l'acte sexuel est montré. Et ce film est absolument génial. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. En plus, ça pose la question de qu'est-ce que c'est la fidélité. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Donc alors, pour faire l'amour, qu'est-ce qu'il faut? Bon, on a besoin du désir. Ça, c'est la base, hein. Comment on est dans une dynamique de désir. Donc, comme je vous disais, pour désirer, il faut se sentir désirable. Pour désirer, il faut entretenir le désir. Le désir, ce n'est pas un truc « oh, ça va me tomber dessus ». Non, hein. En quoi on entretient le désir? Moi, dans mon travail de thérapeute et de thérapeute de couple, une des grandes questions que je posais systématiquement aux couples qui étaient en difficulté dans leur relation, au sens large du terme, c'est en quoi vous continuez à vous séduire? Quelle est la place de la séduction dans votre couple? Et ça, c'est valable à tout âge d'ailleurs, hein. C'est valable à tout âge. Mais en quoi il y a quelque chose qui pense la séduction, qui pense comment on va surprendre l'autre, qui pense comment on va l'amener sur quelque chose, que ça le déstabilise un peu. Le désir, c'est ça aussi, hein. C'est amener l'autre sur des chemins qui sont des chemins de l'imprévu. Donc le désir, ça s'entretient. Ça s'entretient. Il faut une excitation. Donc ça, c'est la dynamique, le côté donc physique, et puis mental. L'excitation, ça ne passe pas que par le corps. Notre premier organe sexuel, c'est le cerveau. Notre premier organe sexuel, c'est le cerveau. Le reste, hein, c'est de la mécanique qui va suivre ou pas suivre, mais en tout cas, c'est notre premier organe sexuel, c'est le cerveau. Donc, en quoi il y a quelque chose qui va faire que, justement, cette excitation, elle va être aussi dans le mental, en fait, hein. Et puis, le troisième élément, c'est une certaine sécurité, donc une confiance, avec un mot que vous connaissez, j'espère, et que vous partagez quand vous êtes avec un ou une partenaire ou quand vous êtes dans des éléments de formation, le mot consentement. Et il n'y a pas d'approche du corps de l'autre sans son consentement. Ça, c'est extrêmement important. Et j'insiste là-dessus. Alors, comme je disais, je ne connais pas le monde du handicap, hein, mais je connais bien le monde de la vieillesse, je connais bien le monde des EHPAD. Et pour nous, on a beaucoup travaillé sur cette question de l'approche du corps de l'autre dans les soins de proximité. Et de comment penser le consentement à l'approche du corps de l'autre. Dans un quotidien d'un soin de toilette, etc. Et je trouve que il y a encore des choses à travailler là-dessus. C'est extrêmement important pour que ça ne soit pas
une forme d'agression, et une forme d'agression qui peut être réciproque d'ailleurs, que ce soit de la part de la personne qui est en position d'être à qui on fait la toilette, et de la personne qui fait la toilette, parce qu'elle peut aussi se sentir agressée par un certain nombre de choses. C'est une réflexion extrêmement importante, donc en termes de consentement, et là, bien sûr, pour la sexualité, en termes de confiance. Donc, où l'on peut se laisser aller. Je pensais qu'il y avait autre chose après. Donc, où l'on peut se laisser aller avec cet élément important, c'est que là aussi, en particulier dans les couples qui ont des très longues longévités, on est dans un monde que l'on découvre actuellement sur la longévité des couples. On a à la fois des couples de courte durée, mais quelque chose qui a très peu changé depuis le 19e siècle. Ça, Alors là, si on fait quelque chose, vous savez que c'est les courbes de Gauss, vous savez, les courbes comme ça, mathématiques en fait. Donc, qui prennent l'ensemble et qui vont vous donner une moyenne. Depuis le 19e siècle, en gros, si on prend l'ensemble d'une population, et l'ensemble des populations européennes, puisque ça a été fait là-dessus, une personne a en moyenne 3 vies de couple dans son existence, avec des durées moyennes de vie de couple d'environ 15 ans pour chaque vie de couple. C'était valable au 19e siècle parce qu'une femme sur 2 mourait en couche, une femme sur 2 mourait en couche. Vous vous rendez compte, hein? C'était ce qui fait que, vous savez, il y a toute la littérature du 19e siècle autour des marâtres, autour des belles-mères, parce que les enfants n'étaient quasiment jamais élevés par leur mère naturelle, qui était morte en couche, et très souvent, donc, leur père se remariait avec une nouvelle femme qui elle-même mourait en couche. Hein? Et donc voilà. Donc la question des familles recomposées, c'est pas du tout quelque chose de contemporain. Hein? C'est quelque chose qui existait depuis très très longtemps, avec une différence importante, c'est qu'il est plus facile de faire le deuil d'un parent mort que d'un parent vivant, hein, quand il y a des séparations, parce que les mécanismes de deuil sont pas du tout les mêmes. Mais donc voilà, cette dynamique de vie de couple multiple existe toujours. Et donc je vous disais, on a ces grandes longévités de couple. Et là aussi, si un couple n'actualise pas sa relation dans ce qui était, et sa relation conjugale et sa relation sexuelle, à ce moment-là, on rentre dans des routines, on rentre dans des choses où on va... je sais pas, c'est après le film je sais même pas s'il y a encore un film dimanche soir, comme je regarde jamais la télé. Mais on va dire, après le film, après avoir fait pisser le chien, en 5 minutes, dans la position du missionnaire. Voilà. Et là, tout le monde se fait chier, en fait. Voilà, hein. Donc, il y a quelque chose qui ne présente plus d'intérêt. Donc, c'est en ça qu'il y a aussi il y a quelque chose qui est une actualisation extrêmement importante. Et le deuxième élément, qui est un élément sociétal extrêmement important, c'est que le taux de divorce des plus de 60 ans est exponentiel. Hein. Ça grimpe comme ça, là. Hein. Donc, on a plein de jeunes couples de vieux. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je continue à travailler là-dessus. J'ai gardé un temps de consultation axé sur cet axe de recherche dans l'hôpital où je travaillais. C'est de voir que les jeunes couples de vieux ont des problématiques car ils sont quasiment semblables que les jeunes couples de jeunes. Hein, c'est extrêmement intéressant. Voilà, quelque chose qui va se boucler et quelque chose qui ne parle pas de l'âge, mais qui parle de la relation, de comment s'installe une relation et de comment se construit une relation. Et puis avec cette idée de, justement, quand on vieillit, on a le droit de vouloir peut-être exprimer un certain nombre de choses en termes de fantasmes, en termes de position, en termes de tout ce qu'on veut en termes de sexualité, et avec une peur du regard de l'autre. Et moi, je l'entends très souvent en disant, voilà, j'aimerais bien qu'on, mais je ne peux pas. D'où l'intérêt, quand ils viennent voir un tiers, ça permet d'exprimer les choses et de pouvoir les faire évoluer. Donc, vous avez besoin de regard d'un autre, hein, ça je vous l'ai déjà dit, où l'on se sent exister. Hein. On a besoin d'un certain regard sur soi, et ça, c'est extrêmement important aussi, et où l'on ose se montrer. Moi, ce que j'entends beaucoup dans les couples âgés, c'est la première fois où on va se montrer nu devant l'autre. Parce qu'on se montre nu avec un corps de 80 ans, on se montre nu avec un corps de... Voilà. Et en particulier dans ces jeunes couples de vieux, c'est quelque chose qui est souvent extrêmement complexe pour passer le cap, en fait. Hein.
Donc on a besoin de sensations et en particulier de plaisir. Et là aussi, on est dans une société qui a fait de l'orgasme le but de la sexualité. Une sexualité où il n'y a pas un orgasme, ça serait quelque chose qui serait une forme de mauvaise sexualité. C'est une connerie. C'est une connerie. Je ne dis pas que les orgasmes, ce n'est pas sympathique. C'est vachement agréable, moi, je trouve. C'est quelque chose. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est le but ou le chemin? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce qu'on va partager ensemble dans une rencontre corporelle où on se fait plaisir mutuellement avec son corps. Moi, j'utilise très souvent le terme de papotage corporel. En quoi on papote? Et puis quand on papote, il peut y avoir un moment où c'est plus si affinité, quoi, voilà. Mais pas forcément. Si on est fixé sur le but, on oublie le chemin. Et là, le chemin devient le plus important, et je vais vous dire pourquoi après. Donc, c'est un corps qui est sensible et vivant, donc une fonctionnalité, donc pour les hommes, une érection, quelle qu'elle soit, ou même des fois l'absence d'érection, pour les femmes, une lubrification. Comme je vous l'ai dit, la pénétration n'est pas une obligation, loin de là. Il peut y avoir plein de formes de sexualité sans qu'il y ait une pénétration. On a besoin d'un imaginaire, pour certains, pas tout le monde. Le fait de fantasmer, de penser des choses, voilà, pour fantasmer dans le présent de la relation, ou amener d'autres images. Et là aussi, chacun va puiser dans ses ressources, va puiser dans son histoire, va puiser dans ce qu'il est, pour construire quelque chose qui va l'amener à un moment où il se sent bien dans une rencontre de son corps avec un autre. Et c'est ça le côté sympathique de la sexualité. C'est vraiment la rencontre de son corps avec un autre. C'est en quoi on partage quelque chose d'une double sensation corporelle. J'ai fait acheter dans plusieurs EHPAD où on avait suffisamment travaillé les choses, des sextoys. Pour une raison basique. C'est qu'à moins d'avoir une orientation homosexuelle, c'est 90% de femmes, 10% d'hommes dans les établissements. Et plusieurs fois d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé en parlant avec les résidents. Alors là aussi, on va supprimer le terme de résident. Les habitants. Ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Je suis encore parasité par des trucs que je m'interdis de dire, mais vous voyez, c'est la force de l'habitude. Voilà. Le terme de résident, ça n'a pas de sens. Ce sont des habitants. On habite un lieu, on ne réside pas. Voilà, ou alors on est assigné à résidence. Ça, c'est autre chose. Voilà, voilà. Donc, avec des habitants d'institutions et de ces dames qui me disaient, mais c'est pas à 90 ans que je vais devenir homosexuel, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais il n'y a pas de mec. Donc je fais quoi en fait, voilà. Alors après, c'est toute la réflexion sur la masturbation, sur comment aussi on peut être dans un corps où on rencontre son corps, dans le plaisir que l'on peut donner à son corps. Et alors là, je vois que les choses évoluent, parce que je l'entends de moins en moins, mais au départ, ce que j'ai beaucoup entendu, c'était ces dames qui me disaient, mais à 80 ans, j'ai encore du désir, je me masturbe, docteur, je suis anormal. De cette empreinte, en fait, d'une relation à son corps qui disait, là, ce n'est plus normal. Et j'ai beaucoup travaillé avec une psychologue qui, à l'époque où j'ai commencé à travailler avec elle, était vieille, puisqu'elle avait mon âge maintenant, et moi j'en avais 30, donc elle était vieille pour moi, bien sûr. Je viens de bouffer son nom, c'est terrible, peu importe. Donc c'était la première psychologue à travailler sur les questions de sexualité chez les âgés. Et donc elle était de Dijon. Et elle me disait, il faut que tu penses les choses par rapport aux générations que tu accompagnes. Elle me disait, moi, ma génération, donc elle était née dans les années 20 à peu près, disait, moi j'étais au lycée à Dijon, au lycée de filles, bien sûr, c'était pas mix, et une fois par semaine, on allait au bain public pour la toilette complète. Autrement, vous avez une petite toilette, comme on disait, toilette complète. Et elle me disait, on emmenait la chemise sèche et la chemise mouillée. Et oui, c'est quoi? Elle me disait, écoute, on rentrait dans les cabines de douche, qui étaient vraiment des cabines qui étaient fermées, on se déshabillait, et une fois qu'on était déshabillé,
on mettait une chemise tout de suite, parce qu'il ne fallait pas qu'on se voie nu, toute seule. Et donc, on se lavait sous la chemise. Cette fameuse chemise qui devenait la chemise mouillée, en fait, puisqu'on se lavait sous la chemise. Si j'avais un petit verre d'eau, ça m'aiderait à me faire passer c'est ce qui me gratouille. Voilà. Et elle me disait, après, une fois qu'on avait... Ah ben, oui. Merci bien. Ben, c'est bon. Elle me disait, après que... Je vais boire dans votre bouteille, c'est pas gênant? Non, non. Bon, hein. Elle me disait, donc, une fois... Attendez, je vais... Donc, on enfilait la chemise, non, c'est pas, on enfilait la chemise mouillée. Elle me disait, en plus, t'imagines, il y avait la surveillante qui passait devant les cabines de douche et qui nous disait, mesdemoiselles, est-ce que vous êtes lavé la misère? Donc, la misère, vous voyez bien ce que c'était, en fait. Voilà. Hein, donc, voilà, il faut imaginer que, donc là, c'est en train de s'estomper, mais il y a cette génération qui s'est construite dans cette relation-là à son corps. Donc, dans ce corps où il y avait une zone, là, qui était une zone diabolique quasiment. Donc, il faut penser des choses, voilà, par rapport à l'histoire des gens et pas par rapport à des généralités qu'on peut avoir. Donc, comme je vous disais, il faut une bonne image corporelle, une bonne estime de soi. Pour désirer, il faut se sentir désirable, mais le plus important, c'est la manière dont on se voit, la manière dont on se perçoit est la base de la manière dont on est dans la vie. Et peu importe si ça correspond à une réalité ou pas. Donc, pour être dans un corps sexué, il faut réapprendre de nouvelles sensations agréables. Et il va falloir discriminer le normal du pathologique. Moi, j'ai fait un gros travail avec l'hôpital cardiologique de Lyon. Il y a un très gros hôpital cardiologique à Lyon, en post-infarctus. Parce que physiologiquement, quand il y a un acte sexuel, il y a une augmentation du rythme cardiaque qui est physiologique. Et les gens qui ont eu un infarctus, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, quand ils ont cette accélération du rythme cardiaque, ils ont peur de se péter les coronaires, en fait. Hein, et ils sont terrorisés, en fait, par rapport à la sexualité du moment où ça commence. Voilà. Donc, c'est comment réapprendre quelque chose qui est une normalité dans quelque chose qui, maintenant, on sait bien équilibré et qui fait qu'ils ne se mettent pas en danger. Un acte sexuel avec un ou une partenaire habituel, en termes d'effort physique et en termes de montée des étages, ça correspond à quoi, à votre avis? C'est 2 étages. Hein, voilà. Mais si vous ne mourrez pas en montant 2 étages, c'est que, voilà, c'est possible. Voilà, hein, donc, mais je dis bien avec un ou une partenaire inhabituelle. Si c'est un partenaire habituel, si c'est inhabituel, on passe dans autre chose. Et vous connaissez tous l'histoire du président Faure, hein, dont le président Faure était avec sa maîtresse, qui lui faisait une fellation, en l'occurrence. Et donc, il a fait ce qu'on appelle une attaque, un AVC. Hein. Donc, Madame Steiner, elle s'appelait ainsi, Madame Steiner se précipite en disant le président a fait un malaise. Donc, l'huissier va chercher un médecin, et bien sûr, Madame Steiner quitte la salle. Et donc le médecin arrive, il demande à l'huissier est-ce que le président a encore sa connaissance, et l'huissier lui répond non, il est sorti par la porte de derrière. Et donc Madame Steiner, dans les journaux après le décès du président Faure, a été surnommée la pompe funèbre. C'était sympathique. Voilà. Et les journaux d'opposition à l'époque disaient il a voulu être César, il a fini pompé. Voilà. Donc voilà, mais le risque de mourir pendant un acte sexuel est de 0,006%. Voilà. Hein. Donc c'est vraiment extrêmement minime, et je dirais que c'est pas de chance. Voilà. Hein. C'est vraiment pas de chance. Hein.
Oui, oui. Donc, mais en tout cas, l'idée de recréer de nouvelles références est extrêmement important par rapport à, surtout quand il y a eu des accidents de la vie au niveau physique. Donc, il va falloir actualiser sa relation conjugale, actualiser sa relation à son corps. Et avec, qu'est-ce qui va déclencher la sexualité? La retraite, c'est compliqué à vivre pour les couples. Parce que la retraite, à Lyon, on dit c'est être bune à bune. Bune à bune, c'est toujours ensemble, en fait. Voilà. Et un des éléments, moi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est ce que j'ai appelé ça, les vacances conjugales. C'est-à-dire en quoi il est important de pouvoir se séparer pour mieux se retrouver. Voilà. Là, aujourd'hui, je suis en vacances conjugales par rapport à mon épouse. Voilà. Elle vit sa vie, moi je fais la mienne. Voilà. Et puis quand je vais rentrer, je vais raconter un certain nombre de choses, machin, on va se raconter des trucs. Et ça participe à l'entretien aussi d'un désir. Ça participe à l'entretien de quelque chose qui est une relation. Avant, quand les gens sont en activité, la vie est scindée par les moments d'activité et les moments où on se retrouve. Et alors que le pire pour ne plus avoir de désir, c'est en permanence ensemble. Ça, c'est vraiment le truc, c'est le tu-désir le plus absolu. Deuxième élément, je vais remonter à celui du milieu, c'est la place du romantisme. Ce que je vous disais, en quoi on continue à se séduire, en quoi on continue à se draguer dans un couple. Voilà, c'est important. Quand on continue à se surprendre. Autrement, on arrive, on se met le vieux pyjama ou je ne sais pas trop quoi, les pantoufles, les charentaises, et après, on devrait avoir du désir. À moins qu'on ait des fantasmes sur les charentaises, ou je sais pas, ça peut exister, mais bon, ça limite quand même beaucoup les choses. Donc, avec ces éléments, ces éléments, donc avec une satisfaction conjugale, ça va être la base pour une sexualité épanouie. Et ça, c'est important. Et toutes les études montrent que plus on vieillit, plus la satisfaction relationnelle, on va appeler ça, est importante pour une sexualité épanouie. Il y a vraiment, on a fait plein de travaux. Moi, j'en ai fait plein. Les Canadiens, je me suis beaucoup inspiré des Canadiens par rapport à ça. Donc, avec les freins qui sont la monotonie et la routine, et puis avec... Une chose extrêmement importante, c'est que très souvent, les couples en vieillissant ne se touchent plus. C'est important de se toucher. Mais de se toucher au quotidien, je dirais. Voilà. Pas forcément dans quelque chose qui est sexualisé, mais d'avoir ce contact physique. Quoi. Voilà. Les Américains, les Nord-Américains, ils ont un truc que nous, on n'a pas, et c'est dommage, c'est les hugs. C'est ce truc là où les gens se... Voilà, ça fait partie du contact physique. Et moi, j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus qui montraient que plus on vieillissait, moins on était touché. Physiquement, plus on vieillissait, moins on était touché. C'est statistique, là, en fait. Voilà. Et je me souviens un jour d'une dame dans un EHPAD qui me disait, vous savez, docteur, j'ai tout intérêt à être malade, parce que quand je suis malade, on me touche. Voilà, voilà. Donc, en quoi il faut le penser, ça, en fait. Le toucher, c'est notre vie. Le toucher, ça fait partie de la vie. Et je ne dis pas forcément un toucher sexualisé, mais un toucher, voilà. Moi, j'ai beaucoup formé mes équipes, fait former les équipes au massage des mains, qui sont un truc... Je ne sais pas si vous avez déjà eu des massages, mais c'est génial, moi, je trouve ça. C'est extrêmement agréable. Et puis, c'est une approche, je trouve, qui est extrêmement intéressante. Donc, l'anxiété de performance, ça, c'est quelque chose dont il faut pouvoir... se départir. Et puis, la dimension sociale de la sexualité, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, mais là qui se produit plutôt autour de la cinquantaine, c'est le départ des enfants, qui est un moment important. Et avec quelque chose que moi, là aussi, on a travaillé, c'est en quoi donc, les enfants s'en vont, mais les enfants font des petits-enfants. Donc, c'est plus le syndrome du nid vide, parce que de nouveau, c'est triangulé par la présence des petits-enfants. Et puis, les gens arrivent à 85 ans, les petits-enfants sont grands, et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait encore ensemble? Parce que tout s'est construit autour de la relation parentale et grand-parentale, mais où la relation conjugale a disparu à un moment. Donc c'est en quoi on entretient la relation conjugale qui est un élément important. Et puis donc, les freins, c'est toutes les questions des mythes autour de l'agisme, la réaction des enfants. Les enfants, quand il y a des couples recomposés, ce sont les pires censeurs.
Ça, je peux vous dire que les enfants, ils ne supportent pas que... j'exagère, hein, je généralise exprès, mais c'est vraiment très souvent très, très difficile, en particulier en institution. Hein. Moi, dans les institutions où j'interviens, il y en a une en particulier, il y a une famille qui a traité l'institution de bordel. Hein, parce que leur mère avait rencontré un monsieur dans l'institution. Elle a droit, cette femme. Sa vie ne se résume pas au fait qu'elle ait des enfants, elle était veuve en plus, et même si elle n'avait pas été veuve. Hein, parce que ça, on l'a vu plusieurs fois. Dans des institutions, il y a des couples qui se créent, et il y a le conjoint qui est à l'extérieur, et il y a un nouveau couple qui se crée dans l'institution. Et avec, là aussi, une liberté. On a le droit, jusqu'à la fin de sa vie, de normalement disposer de son corps. Ça, notre société ne nous le dit peut-être pas tout à fait. Ça, c'est un autre débat. Hein. Donc, la relation avec les enfants est extrêmement importante, en particulier dans le cadre de couples reconstitués. Et puis, donc, la lassitude sexuelle de quelque chose qui sont des routines qui se sont installées. Là, je le mets toujours parce que c'est un petit clin d'œil. Donc, est-ce que la sexualité est bénéfique pour la santé? Je ne mets qu'un truc, il y en a plein. Hein. C'est le meilleur traitement contre les migraines, la sexualité. Hein. Donc, ça ne donne pas mal à la tête, au contraire. Hein, parce que l'ocytocine, qui est sécrétée en particulier au moment de l'orgasme, est un excellent antidouleur. Voilà, hein. Et la dopamine aussi, d'ailleurs. Alors, quand on demande, on va terminer autour de ça, quand on demande aux plus de 70 ans, la sexualité, c'est quoi pour vous? Là, c'est tout un tas de travaux que j'ai faits et que je vais partager avec vous. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent la rêverie, la coquetterie, les souvenirs, les lectures érotiques, le toucher, les compliments, les baisers et aussi les rapports sexuels et la masturbation. Mais ce qui est intéressant, c'est comment c'est englobé dans un panel de trucs. Voilà, et ça, c'est vraiment la réponse spontanée. Quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous, en fait, hein? Donc, la sexualité, c'est aussi tout ça, la rêverie, la coquetterie, voilà. Donc, il ne résume pas la sexualité à l'acte sexuel, mais il l'inclut dans toutes les dimensions fantasmatiques, relationnelles, sensuelles, et qui est très souvent plus importante que celle qui est évoquée dans les générations antérieures. Et c'est des générations, non, postérieures. C'est antérieur, ça serait au-dessus. Génération postérieure. Et alors là, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui est une de nos grosses interrogations en tant que sexologue, là, je peux vous dire. C'est l'accès à la sexualité de la jeune génération par les sextoys. Parce que ça donne un accès à la sexualité, donc qui est une fonctionnalité orgasmique qui marche très bien, mais qui ne correspond pas du tout aux sensations qui peuvent être construites dans une relation à deux. Et nous, on voit de plus en plus arriver dans nos consultations des éléments de troubles du désir, des troubles de l'excitation, parce que des jeunes femmes ou des jeunes hommes ont commencé leur relation, leur corps sexué avec des sextoys, et en essayant de retrouver les mêmes choses avec un partenaire. Voilà. Et comme je le dis souvent avec humour, nous, les hommes, on est moins vibrants qu'un sextoy. Hein. À moins d'avoir un Parkinson, mais voilà. Hein, mais du coup, voilà, l'appropriation des sensations, ça c'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Que c'est un partage, une communication sensorielle. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien. Ça a été évoqué plein de fois. Et avec cette idée, je vais sauter le deuxième truc, avec cette idée de sortir de l'obligation de la génitalité, en fait. Un acte sexuel n'est pas forcément un acte génital. C'est un acte relationnel à son corps et au corps de l'autre. J'insiste beaucoup là-dessus. À son corps et au corps de l'autre, avec éventuellement une génitalité. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, de quand Harry rencontre Sally, ça je l'ai beaucoup utilisé, j'utilise encore d'ailleurs, où donc elle simule un orgasme en pleine salle de restaurant, en fait, pour lui expliquer qu'on peut très bien simuler un orgasme. Et la chute de cette scène est extraordinaire, parce qu'il y a une dame qui est à côté et qui a vu ça, parce que donc elle le fait de manière très... tout le restaurant se tait. Et donc la dame à côté appelle la serveuse et elle dit « Vous pourriez me donner la même chose ?» C'est très très joli. Donc on va garder ce dernier élément là.
en disant que les aspects émotionnels et relationnels, l'intimité créée par ce moment, sont privilégiés sans obligation d'une forme de réussite. C'est une relation. Dans relation sexuelle, plus les gens avancent en âge, plus le terme de relation devient important. Hein, c'est un support de relation. Ce n'est pas simplement un support d'excitation. On est dans une dimension de la relation. Et c'est l'idée donc de passer aux rencontres avec soi et c'est passer du rapport sexuel, j'ai mal fait ma phrase, passer du rapport sexuel aux rencontres. Hein. J'ai essayé de vous le répéter plusieurs fois, c'est parce que pour moi c'est le message le plus important. Hein. On n'est pas dans un rapport, on est dans une rencontre sexuelle. Parce que pour moi le terme de rapport c'est ça, là, voilà. Hein, le rapport d'activité, voilà. Donc non, on n'est pas là-dedans en fait. Hein. On est dans quelque chose où on est dans cette chaleureuse rencontre et avec quelqu'un que je pense vous connaissez. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois dans des colloques et on a beaucoup échangé. Hein, c'est Alexandre Jolien. Et Alexandre dit « Rencontrer l'autre, c'est aller vers un autre monde, sortir de soi, de ses repères, de ses carapaces et de ses armures, sortir des rôles que nous jouons. » C'est une belle phrase, ça, en fait. Hein. Voilà. Et pour moi, dans cette dimension de la rencontre sexuelle, on a ça. On a cette dimension d'aller vers un autre monde, hein, de sortir de soi, de ses repères, de ses carapaces, de ses armures. Voilà, on s'essaye dans un climat de sécurité. Et avec cet élément extrêmement important où la sécurité va faire la base de l'expérimentation. Quand on se sent en sécurité, on peut essayer des choses, en fait. Donc, à tout âge, mais encore plus en vieillissant, donc la sexualité, ça inclut la génitalité, mais ça ne la limite pas. Hein. La sexualité donc, comprend aussi les activités sexuelles et sensuelles, les expressions affectives, l'acceptation de soi et de l'autre comme être sexué, la sensibilité tactile, les touchés affectueux, les caresses, les marques de tendresse verbales et non verbales qui font partie du panel de la relation sexuelle, de la rencontre sexuelle. J'ai, l'année dernière, travaillé avec les IREPS, ça vous dit quelque chose? Non, les IREPS, c'est ce qui font de l'éducation à la santé. Et il y en a dans chaque région, en fait. Hein. Donc, vous devez avoir un IREPS ici, je ne sais pas où, mais voilà. D'accord, ok, donc mais c'est la même chose, en fait. Voilà. Hein. Et donc, l'IREPS de Bretagne nous avait demandé de réfléchir sur une forme nouvelle d'éducation sexuelle, on va dire, à l'usage des plus âgés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait réunir un groupe dans le pays Bigoudin, voilà, qui s'est réuni et on leur a posé la question, la sexualité, c'est quoi pour vous? Voilà. Donc, voilà, il y a eu une série de rencontres comme ça. Et à partir de ça, nous, on a construit quelque chose qui sont, vous voyez, il y a 10 épisodes qu'on a appelés « On ne finit jamais de fricoter ». Et dans ces 10 épisodes, vous allez voir, ça parle aussi bien du corps, de la famille, de l'amitié, de l'amour, de la retraite, du désir, du plaisir, des séparations, des nouvelles rencontres et du regard des autres. Voilà. Et c'est tout ce qui nous a été dit, en fait, c'est d'accès libre et gratuit sur Internet. Hein, vous le trouvez, vous tapez IREPS fricoté. Hein, donc, c'est un excellent outil, parce que c'est moi qui l'ai fait, donc il peut être excellent. Non, mais je pense qu'on a fait un joli travail. Hein. Et c'est, en fait, donc c'est des épisodes qui durent 3 minutes chacun. Hein, donc, qui sont, qui sont faits pour être partagés. Et on a des retours extrêmement intéressants parce que ça met en dialogue, ça met en discussion, ça met en interrogation. Et vous voyez, ce qui était intéressant, et moi j'ai appris aussi des choses, c'est vous demandez aux gens c'est quoi la sexualité, ils nous parlent de tout ça. Hein, c'est intéressant, ils nous parlent aussi bien voilà, de la famille, du corps, de la retraite. Voilà. Donc je vais terminer par ça. Hein, la vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d'haleine. Mais combien votre vision s'est élargie, c'est Ingmar Bergman, cinéaste majestueux. Et puis cette dernière phrase que j'adore et que je cite systématiquement, qui est de Paul Léoto, qui dit « Qui fait l'amour toujours peut baiser l'éternité ». Voilà, hein. Voilà, je vous remercie, ça c'est ma pub. Hein. Voilà, donc c'est des bouquins que j'ai faits.
Alors, petite question, on va voir si vous êtes bon dans la connaissance d'Astérix et d'Obélix. Hein. Quel est le prénom de la femme d'Ashkanonix? C'est Ashkanonix. Hein. Falbala, c'est la copine d'Obélix. Eh bien, elle n'est jamais nommée dans aucun des épisodes, dans aucun des albums d'Astérix. Elle n'est jamais nommée. Voilà, c'est comme Madame Colombo, voilà. Hein. Elle est présente, par contre, la copine, mais elle n'est jamais nommée. Et c'est extrêmement intéressant, je trouve, parce que dans cette subtilité qu'avaient Goscinny et Uderzo, ils ont laissé l'idée que c'était peut-être qu'un fantasme, justement. Et que, voilà. Alors, de temps en temps, elle est appelée Madame Ashkanonix, mais vous ne trouverez jamais son prénom. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu, cette idée, voilà, de cette entité qui... Parce que moi, là, quand on m'a posé la question, j'ai répondu comme toi, c'est Falbala. Voilà. Ben non, c'est pas Falbala. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, ben, profitez-en.